Salam alaikum, Zoul, bonsoir. Mardi 110, les étudiants sont encore sortis. À Alger et Bjaya et à Tizi Ouzou. Ou plutôt à Tizi Ouzou, Ouaharan et Constantine, les étudiants ont été empêchés de manifester. Ils ont été victimes de brutalité policière. Dans les autres universités, une pression énorme et un flicage extrême sont pratiqués sur les étudiants pour les empêcher de rejoindre le mouvement de protestation estudiantine. Ils marchent donc, les étudiants, comme ils peuvent. Et comme à chaque mardi, ils sont accompagnés, encadrés par les citoyens pour les protéger des violences policières. Les étudiants ont exprimé les mêmes revendications pour un État de droit, pour le retour de l'armée à ses casernes, pour une vraie transition. Et bien sûr, la réponse du régime a été la même qu'à chaque fois. Répression, arrestation musclée et dans la presse du même régime, les mêmes calomnies contre le Hirak, les mêmes épouvantails de mains étrangères, de terrorisme islamiste et d'exploitation de la décennie rouge. Attendez, je vais vous lire un titre d'un de ces journaux, que je ne nommerai pas, inféodé au régime. Jugez-en. Je le cite, cet article. Il ciblait l'institution militaire durant les marches du Hirak, les non-dits d'un slogan. Un article de presse qui nous avertit que ce slogan, Madaniya Machi Askaria, porté par le Hirak, obéit à un agenda, voire à une injonction dictée par des officines étrangères. C'est là les propres termes de cet article. Je n'en dirai pas plus, mais je vais me contenter de vous montrer une photo de mariage et une scène de mariage, un mariage populaire qui répond clairement à ceux qui osent affirmer que Madaniya Machi Askaria n'est pas une revendication populaire. Une réponse cinglante des Algériens au régime où ils rappellent que Madaniya Machi Askaria est juste l'aspiration à un État de droit, où les généraux n'auraient plus de contrôle politique et où les élections ne seraient pas truquées par les mêmes généraux. Nous allons regarder la photo. Est-ce que ce n'est pas parlant? Et nous allons voir une scène de mariage. Écoutez et regardez. Mardi 110 des étudiants, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui,
Pour en parler, j'ai ici avec moi Mohamed Yacoub, militant politique du FFS. Mohamed Yacoub, merci d'être avec nous. Merci. Bonsoir tout le monde, bonsoir les téléspectateurs en Algérie comme dans la diaspora et je vous remercie pour l'invitation. C'est nous. Mohamed Ben Aissa, militant. Marhaba bik Mohamed Ben Aissa, merci d'être avec nous. Merci Jamal pour l'invitation. Marhaba Mohamed Yacoub et tous les téléspectateurs. Merci. Alors au téléphone, nous allons avoir avec nous pour quelques minutes Manel Snoussi, étudiante à Oran, à Wahran, qui va nous parler un peu de ce qui s'est passé à Wahran Lyoum. Et nous avons le plaisir de recevoir mon ami Saïd Khlil, pharmacien, ancien premier secrétaire du FFS. Saïd Khlil, merci d'être avec nous. C'est le plaisir pour moi. Je suis pharmacien, je suis biologiste, Jamal. Comment? Pharmacien biologiste. Ah oui, c'est vrai, on a oublié, pharmacien biologiste, en effet. On a toujours l'habitude de vous présenter par ailleurs. Alors, Manel Snoussi, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Bonsoir, bonsoir monsieur, bonsoir à tout le peuple algérien en Algérie et à la diaspora. Merci, merci beaucoup. Ça va, ça va. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? La manifestation des étudiants à Wahran, on nous a dit des choses d'autres, mais on vous laisse vous exprimer. Aujourd'hui à Oran, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants, bien sûr, mais le peuple ils étaient avec nous. Mais malheureusement, comme d'habitude, la police nous a empêchés de marcher. Il y avait une sorte de répression. Ils étaient là avec leurs barrières, ils nous ont bousculés pour nous empêcher de marcher. Donc, mais les étudiants, ils étaient très déterminés, ils n'ont pas fait marche arrière, donc on a essayé, mais malheureusement, on n'a pas pu casser la barrière pour marcher, pour faire la marche. Donc, Manel, je vais vous rendre la parole. Vous êtes en train de nous confirmer quelque chose qui circule depuis pas mal de temps, que tout le monde connaît désormais, que le régime fait tout pour empêcher les autres universités en dehors de la Kabylie d'Alger de sortir, pour faire dire, ça fait partie de sa propagande, il n'y a que le Qbaïl et Dzaïr qui sortent, ou le Qbaïl ou Dzaïr, ce n'est pas toute l'Algérie. C'est ce qu'ils sont en train de dire sur les réseaux sociaux de leur Doubab et de leur Baltajia. Est-ce que vous êtes en train de nous confirmer qu'en effet, parce que maintenant, Wahran, elle vient de subir ce qu'elle a subi, Constantine aujourd'hui a subi ce que vous êtes en train de décrire. Est-ce que vous êtes en train de nous confirmer en tant qu'étudiante qu'une pression anormale est exercée sur toutes les universités du pays pour les empêcher de rejoindre le mardi estudiantin? Oui, personnellement, je confirme ce que vous êtes en train de dire, parce qu'aujourd'hui, en passant, solidarité inflexible avec les étudiants de Constantine qui ont été réprimés. Il y avait plus que 14 arrestations des étudiants. Et il y a une étudiante il n'y a pas quelques minutes, elle est sortie, elle a dit qu'ils ont frappé les étudiants. C'était horrible. Et c'est la même chose à Béjaïa, à Tizi Ouzou. Heureusement qu'à Alger, il y avait une marche, mais la force populaire qui a fait cette marche. Mais malheureusement, à Oran, à Constantine, il faut savoir que les étudiants, on a peu d'étudiants avec le peuple qui est uni avec nous. Donc on essaye de regrouper les étudiants. Ça veut dire les hirakistes, les parents, les familles, les amis des étudiants qui accompagnent habituellement les étudiants qui Khorjou à Wahran et à Constantine, l'habitude n'a pas encore vraiment pris. Oui. C'est ça? Oui, exactement. C'est exactement ça, oui. C'est exactement ça. Mais sinon, quel est le moral des troupes, j'allais dire, au sein de votre université? Au sein de notre université, il y a des petits rassemblements, mais on voit que les étudiants hirakistes qui ont ils sont unis, ils veulent une nouvelle Algérie, vous voyez. Mais les autres étudiants, malheureusement, ils ne voient pas ce qui est en train de se passer. Ils veulent juste avoir des notes et de sortir. Ils ne savent même pas que le hirak estudiantin est revenu. Ils ne savent même pas que le hirak globalement est revenu.
Donc, ils disent haka, oh, hadouk غير تاع الحراك quand on fait des sittings à l'université. Donc, je peux dire qu'ils sont endormis, les étudiants à l'université. Peut-être plutôt intoxiqués, fliqués, surveillés. Oui, oui. Les Baltagia, ça existe partout. Les agents infiltrés du système existent partout, surtout dans l'université algérienne. Donc, je présume que ce doit être les effets. Oui, surtout à l'université. Les étudiants ont peur de ça. Parce que même au Hirak, on peut dire que Walfna. Donc, on est en train de sortir et on sait ce qu'on va subir. Qu'il y a une répression, qu'il va avoir des arrestations. Mais les autres étudiants ont peur de ça. Même il y a que les parents ou bien disons que il y a une très grande répression à l'université des agents et des profs. Même ils disent la note, ou bien ils vont nous faire passer un conseil de discipline, etc. Donc tous ces paramètres vont empêcher l'étudiant de sortir. Plus qu'il y a le mardi étudiantin, ils savent qu'il y a une marche et il y a un sitting, donc avec les TD et les cours, donc les étudiants ne peuvent même les étudiants hirakistes ne peuvent pas être dans le sitting. Donc on essaye de faire notre mieux pour y être. Bravo Manel Senoussi, merci beaucoup et j'espère que vous serez encore des nôtres à chaque fois qu'il sera nécessaire. Merci beaucoup, marhaba bik. Merci. Marhaba bik, je vous en prie, je vous en prie. Saïd Khalil, avant de vous poser quelques questions sur le Hirak en général et sur les étudiants en particulier, nous allons voir quelques images. D'abord, Constantine, regardez bien, Constantine, il n'y a que quelques étudiants qui ont essayé de briser le blocus. Et regardez comment a été la réaction des forces de l'ordre, comme on dit. ما كاش الشرعية والشعب تحرر هو اللي قرر الأولى مدنية نعيدك وش بيك ما تكبرش على ربي الشرطة ما تكبرش على ربي ما تتعقلنيش كا نعيدك Quelques images de Wahran et des autres universités. Nous allons les passer les unes après les autres. كان علماني كاين عصابة تسرق عيناني ما كان إسلامي ما كان علماني كاين عصابة تسرق عيناني ما كان إسلامي ما كان علماني راغب السلمية ونحو العسكر بالمرادية ما كان في دولة
Saïd Khalil, alors ces mardis estudiantins qui semblent avoir les images se réduire et en même temps être très fliqués, très surveillés, avec une très forte pression et une très forte présence policière. Votre avis, Saïd Khalil? C'est tout naturel dans tous les mouvements. Il y a, disons, un flux et un reflux. Mais tant que la flamme est entretenue, il n'y a pas de souci à se faire. Au vu de ma petite expérience de militant, souvent, on a passé des périodes où on était groupusculaire. Il ne faut pas croire. Mais l'étudiante à qui je rends hommage, hommage à sa détermination, à son engagement avec tous ses camarades, et puis des garçons, elle l'a bien expliqué. Donc, ce n'est pas faute de vouloir. Il y a une pression, mais tant qu'il y a un groupe qui entretient la flamme, je crois que tous les mouvements ont connu ça. C'est-à-dire que ce n'est pas linéaire. Et il arrivera un moment où ça va être la différente. Et il faut rendre donc hommage à ces gardiens du feu, du feu qui entretiennent jusqu'à ce que ça bascule. Ça bascule. Mais il n'y a pas de souci à se faire. La révolution se porte bien. Parce qu'on revient de loin. On vient d'une année où on pensait que c'était l'extinction. C'est-à-dire, mis à part les militants, ceux qui ont, disons, la conviction, et tout ça, que ça ne peut pas s'arrêter au vu de ce que nous avons vécu pendant des mois et des mois. Sinon, il ne faut pas oublier que pendant la pandémie, on ne faisait que subir. Et là, c'est bon, on rend coup pour coup. Même si c'est pas dans... Saïd Khalil, même si ce n'est pas dans le sujet, mais je parle aux biologistes, justement. Comment expliquez-vous qu'en Algérie, nous, on a tous eu une peur bleue quand on a vu les Algériens manifester en millions, sans masque. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu une flambée de la pandémie? Écoutez, moi je suis plutôt rationaliste, je ne suis pas dans le genre, disons, mystique et tout ça, mais où il y a une immunité naturelle, il y a, disons, on a développé une immunité collective, possible, ou alors on a une résistance, pourvu que la résistance sur le plan politique soit autant que celle que la biologique. Donc ça nous mènera loin, c'est bon. Moi-même, je suis dans les marches. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Honnêtement, en tant que scientifique, en tant que pharmacien biologiste, je me dis quand même, parce qu'il ne faut pas minimiser. On a perdu des amis, on a perdu des confrères, on a perdu des parents. Et voilà. On a peut-être développé une sorte d'immunité nationale. Les députés, ils ont l'immunité parlementaire et nous, on a l'immunité nationale. Bien sûr, nous, on a l'immunité naturelle, et pourvu qu'elle dure, Inch'Allah. Autant que la révolution. Restez avec nous, Saïd Khalil. Alors, les amis, Mohamed Yacoub, sur ces manifestations, sur ces mardis estudiantins. Le pouvoir, il est toujours dans sa nature et fidèle à ses pratiques, malheureusement. Il ne comprend pas qu'il y a une machine historique qui s'est mise au mouvement et il tente par la ruse, par la répression, par les manœuvres d'étouffer la voix populaire, la voix des étudiants. Dans les pays qui se respectent, les étudiants sont la locomotive, sont ceux qui construisent l'avenir des générations. Dans notre pays, force de constater que ce régime veut vraiment les écarter de toutes les décisions qui concernent le pays. Revenons à ces manifestations. C'est vrai que la région de Kabylie avait, et là encore, et heureusement, des traditions démocratiques. Moi, je me rappelle, personnellement, en 2011, nous avons fait toute une semaine culturelle à l'université de Tizi Ouzou, étant donné étudiant en architecture, j'étais parmi les membres du comité. On a d'ailleurs invité Dr Saïd Khalil, d'ailleurs auquel je rends un grand hommage.
Et ces traditions démocratiques existaient dans l'université de Tizi Ouzou, celle de Bijaya, d'Alger et de Boumerdès, plus que les autres. Mais aujourd'hui, cet esprit révolutionnaire, il est partout. Il suffit de voir les images des mariages qui se font dans une ambiance révolutionnaire. Exact. Donc, tant bien même que ce régime tente de diviser, tente de dévier, de manœuvrer avec des mensonges, la ruse, la répression, les arrestations arbitraires, il faut rappeler qu'on a encore des étudiants qui continuent de croupir dans les géoles de ce pouvoir. Oui. Leur seul tort, c'est d'avoir réclamé haut et fort une Algérie nouvelle, propre à leurs aspirations. Ce n'est pas une Algérie nouvelle telle qu'elle a été mise en route par ce régime qui est dans la continuité. Donc les étudiants, on ne peut que saluer leur détermination. Mais comment expliquez-vous que ce régime, qui fait dire à ses relais, à sa presse, à ses télévisions, à ses Baltaji, à ses Doubeb, il fait dire que non, الحراك المبارك كمل, ça y est, الحراك هذا, c'est un hirak préfabriqué, c'est le hirak de la main étrangère. La preuve, ce n'est pas tous les Algériens qui sont dehors. Et dans le même temps, il empêche les Algériens de sortir. D'un côté, il dit que ce n'est pas tous les Algériens qui sortent. Et de l'autre côté, visiblement, à l'évidence, sous les caméras, sous les téléphones, il empêche les gens de manifester, de sortir. Je disais que c'est un régime qui empêche l'alternative, qui ne veut pas voir émerger une nouvelle force politique dans le pays, une alternative démocratique à ce régime. Il faut savoir que les 20 ans, notamment les 20 ans de règne de Bouteflika, il a contribué à casser carrément le tissu associatif, le tissu estudiantin, le tissu politique. Donc cette révolution est née pratiquement, il y a peu d'organisations fiables ancrées dans la société. C'est un miracle. Aujourd'hui, si les étudiants font face à une police répressive et font face à un régime totalitaire, autoritaire, c'est un miracle. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de sociologues ou beaucoup d'experts qui ont dit qu'il se peut qu'il y ait une explosion dans ce pays, avec toutes les affres de ce régime, tout le marasme. Et ce qu'a fait le peuple est complètement le contraire. C'est une révolution de sourire avec des fleurs à la main, où les jeunes réclamaient la paix, réclamaient leur droit de vivre dans un pays de droit, où ils auront droit au travail, droit à la dignité, droit au respect, ils auront l'honneur, ils auront le droit à la santé, à la sécurité sociale. C'est ça que demande la jeunesse. Mohamed Ben Issa, c'est vrai, hein, c'est un miracle. Ce qui a été fait de l'université algérienne, mais pas seulement, de la société algérienne d'une manière générale. Tous les gens disaient, ce peuple ne bougera jamais, et le jour où il bougera, ce sera violent, ce sera un mouvement de colère, ce sera un ras-le-bol, ce sera une explosion quasi générale. Or, aujourd'hui, nous assistons à une révolution dont on ne connaît pas un niveau de pacifisme aussi élevé, ni de civisme, qui ne réagit même pas à la violence, qui ne réagit même pas à la brutalité policière. Comment expliquez-vous ça et comment expliquez-vous que malgré tout ce qu'ils subissent, les étudiants continuent de sortir, même si ce n'est pas encore au même niveau qu'il y a quelque temps? En fait, pour expliquer ça, il faut revenir un petit peu dans ce qu'on appelle une mémoire profonde du peuple algérien qui est blessé profondément. En fait, ça tire vraiment ses racines dans l'histoire de l'indépendance de l'Algérie, parce qu'on a écouté dans les slogans tout le temps, on fait des allers-retours, on revient même la chanson que vous avez montrée, le slogan d'aujourd'hui, quand il parle il y a Ouled Bijar. Donc, tout le temps, on rappelle, parce que la révolution, la période coloniale a marqué le peuple algérien, et donc les Algériens tous pensent que l'indépendance était une indépendance volée. On a eu une indépendance militaire, mais pas une indépendance politique. Le système, actuellement, il essaye beaucoup de ruses, mais aucune ruse n'a pu tenir. Il a travaillé sur tous les registres, il a laissé aucune échappatoire à ce peuple-là, mais malgré ça, quand on lit, nous, on est vraiment réjouis quand on lit la presse internationale, quand on lit, comme il a dit Mohamed Yacoub, quelques analyses en fait, d'experts, de sociologues, ils disent tous qu'on est étonné, qu'on est vraiment très curieux de voir cette... Et surtout, le retour du Hirak. Parce que beaucoup, nous, militants sur le terrain, et même ceux qui observent le Hirak, ils disaient que le retour du Hirak après une année de trêve sanitaire, c'était pas garanti. Quand on voit les universités où il y a moins de monde, quand on parle avec les Algériens un petit peu partout, ils disent oui, mais ces gens-là, ils vont pas partir. Mais le deuxième anniversaire du Hirak a étonné tout le monde, d'où
cette répression, d'où que le régime maintenant il est étonné, il ne s'attendait pas, certainement même dans ses chambres noires, dans ses conseillers ou les conseils du prince, je ne sais pas qui leur a conseillé, on a entendu à gauche et à droite des intellectuels, même ceux qui écrivent ici, rappelant Kamel Daoud ou d'autres, que le Hirak est mort, une autre fraction qui est sortie dans le Hirak qui disent que non, le Hirak est mort, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une convergence politique, donc le Hirak ne va pas encore repartir, et boum, le 22 février 2021, le Hirak repart avec une force et une persévérance étonnante qui nous étonne tous. Donc je pense que se mettre à... Il y a aussi, nous ne pouvons pas ne pas voir, d'un côté des gens qui sont dans le pessimisme délibéré, qui s'est découragé, qu'on vous en avait cité quelques-uns, mais il y a aussi une sorte de lassitude aussi qui s'est emparée de beaucoup de gens qui sont en train de dire mais on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas que marcher, on ne peut pas aller, c'est bien beau de se rencontrer, de communier, mais voilà. Alors, à votre avis? Oui, voilà, tu fais allusion un petit peu aux déclarations de Rachid Nikes qui sont suscitées un petit peu une polémique, beaucoup ont condamné, d'autres ont compris. Je pense que le fond, on le comprend. Le fond, que la forme, elle était peut-être n'était pas bonne. Quand il dit que vous dansez, le peuple ne danse pas, n'est pas sorti pour faire la fête. Mais quand il dit que oui, après sur quelques propositions aussi, je les trouve caduques, donner un pourcentage, je sais pas. Mais sur le fait qu'on ne peut pas continuer de marcher et que marcher et les mardis, et on l'a dit ici à plusieurs reprises, et les vendredis, le pouvoir s'est arrangé avec nos marches. Mais bien sûr, il s'est adapté parfaitement avec les marches. Et il joue, il alterne à chaque fois répression, apaisement. Répression, apaisement. Donc, c'est comme voilà, deux gants en éponge et gants en fer. Donc, et même qu'il a récupéré, puisqu'il dit le Hirak, le Moubarak, l'Asil. Bien sûr, il va même Hirak qu'il réprimait. Bien sûr. Le même Hirak qu'il réprimait, dont il traitait les gens d'homosexuels, les Hirak. Et maintenant, il est en train de dire de ce même Hirak, le Hirak, le Moubarak, l'Asil. Non, mais ça, c'est flagrant. En fait, c'est le mensonge politique systémique de l'État algérien qui continue. Et le fait qu'ils ont mis ça dans la Constitution, c'est encore grave. Le fait de mettre ce genre de choses dans la Constitution, une Constitution ne doit pas avoir ce genre de phrases bateau, alors que tous les jours, tout ce que fait ce système est contre ce Hirak Moubarak. Le fait de ne donner pas la parole à ces jeunes dans les médias, juste ça, on ne parle pas d'autre chose, juste que la voix du peuple n'arrive pas aux médias, n'arrive pas aux journaux, n'arrive pas à la télévision nationale qui est publique, qui est censée être l'image de la société. Donc là, Mais ce sont des médias du régime. Oui, c'est des régimes, mais on parle, en fait, l'Algérie, à un certain moment, était dans ce qu'on appelle dans un système hybride. On qualifiait l'Algérie comme tout le monde sait qu'on avait une marge de liberté, quelques journaux, quelques médias. Mais une marge de liberté pour tromper l'ennemi, pour laisser croire qu'il y a une liberté de la presse. Non, mais, oui. Et dans la réalité des choses, est-ce que vous avez vu un jour, à part l'affaire Bellossef qui a été montée de toutes pièces, est-ce que vous avez vu un journal traiter de la corruption au sein du haut commandement de l'armée, là où il y a le plus de corruption dans le pays? Non, on a vu récemment la sortie du Loatan, mais ça a été rappelé à l'ordre rapidement. Non, il n'y a pas ça, justement. Ça, il y a une chape de plomb, bien sûr, qui... Nous vivons ici, peut-être on trouve ça simple, mais ceux qui vivent là-bas, on connaît des journalistes, on prend juste l'exemple du jeune Moustapha Benjama, qui est de Annaba, qui a eu jusqu'à maintenant 6 ou 7 convocations, 7 procès. C'est pas possible. Eh bien justement, au propos du procès, même si ce n'est pas dans l'ordre du jour, et avant de poser la question à Saïd Khalil, notre confrère Ihsan El-Qadi a été convoqué par la gendarmerie. On lui a remis une convocation sans plus, mais lui estime que c'est à cause de son article intitulé « Pourquoi la place de Rachad doit être protégée ». La plainte a été déposée par le porte-parole du gouvernement et néanmoins ministre comment on dit, de la communication. Alors, d'un autre côté, le tribunal de Azazga vient de communiquer que les services de sécurité ont procédé à la confiscation d'armes de guerre destinées à un usage de terrorisme. Et que 5 personnes ont été identifiées qui planifiaient de commettre
des actes de terrorisme au sein du Hirak. Ces personnes sont d'origine de Bouira et Tizi Ouzou, comme par hasard. Ces personnes ont essayé de perpétrer 2 attentats, un à Bouira et un autre à Tizi Ouzou, et le juge d'instruction a ordonné l'emprisonnement d'une personne et a mis les autres sous contrôle judiciaire. Et on ne comprend pas comment on met des personnes sous contrôle judiciaire alors qu'ils ont été pris en possession d'armes de guerre. Saïd Khalil, d'abord sur l'affaire de Qadi Ihsan. Bon, d'abord, je salue les amis qui sont avec toi pour le débat. Bon, Qadi Ihsan, bon, c'est un ami, un militant de longue date. On a fait quelques jours de tôle ensemble en 81. Donc, moi, je crois son engagement, sa détermination, il est inébranlable. Hein. Ce n'est pas une convocation à la gendarmerie ou autre qui va fléchir un Qadi Ihsan. Je crois qu'il a touché juste. Il a fait mal. Parce qu'effectivement, l'enjeu, c'est l'unité de cette révolution, toutes tendances confondues, toute idéologie confondue. On a entendu sur un mot d'ordre, une demande, une revendication essentielle, à savoir l'institution de l'état de droit, où tout un chacun aura ses libertés, aura... comment dirais-je, la possibilité d'activer politiquement, socialement, économiquement. Et à partir de là, donc, il fallait déjouer les tentatives de division. Et justement, Qadi avait juste, il est lucide. Et c'est pour ça, donc, on ne veut pas qu'il y ait émergence d'une vision, d'une dynamique unitaire qui va gagner. Donc, il faut tenir bon. Et au sujet de cette affaire, cette autre affaire de terrorisme, après celle de Dahdouh et des autres, où on nous dit que des gens étaient pris en possession d'armes de guerre et qu'ils s'apprêtaient à commettre des attentats au sein du Hirak. Ça me rappelle l'histoire en 80. Écoutez, ça me rappelle l'histoire en 85. On l'a inculpé pour détention d'armes. Il avait de vieux fusils complètement déglingués juste pour une collection. Donc, finalement, 85, 2021, rien n'a bougé. Quoi. Ils n'ont pas changé. Je me rappelle de l'affaire de Zgar qu'ils avaient incarcéré. Il a passé de très longues années parce qu'on nous a dit qu'ils ont trouvé dans sa mallette une caméra cachée. Une caméra cachée dans la mallette. Et il a été accusé d'espionnage. Le chanteur de la Kabylie, l'artiste, le pacifiste et tout ça, arme de guerre. Arme de guerre. Parce qu'il a soutenu les camarades qui ont été arrêtés à l'époque parce que ils ont créé la Ligue des droits de l'homme et revendiquaient une autre lecture de l'histoire pour les enfants de Shahid. Donc, c'était à l'époque des arrestations de Farhad, de Zayd al-Abidi. C'est dire qu'ils n'ont pas changé. Alors, pour revenir à la thématique de la journée, sur les élections législatives qui font l'objet d'une indifférence généralisée quand ce n'est pas des appels au boycott, comme celle des présidentielles et du référendum sur la Constitution. Tout le monde est en train donc d'attendre les réactions et les déclarations des uns et des autres, pendant que la plupart des partis inféodés au régime ou qui l'ont rallié sont en train de nous dire qu'ils vont y aller, ils vont aller aux élections. Il semble même que des négociations aient commencé. D'autres ont boycotté ouvertement, de façon très forte, comme le Parti des travailleurs, comme le RCD, comme l'UCP de Zoubida Assoul, comme d'autres, rappelez-moi. Ceux qui ont boycotté. Oui, ceux qui ont boycotté. Il y en a en tout cas quelques-uns. Et tout le monde attendait la réaction du plus grand parti en place. Ah, le RCD, on a oublié de... Si, on l'a cité. Alors, tout le monde attendait donc la réaction du FFS,
considéré comme étant le plus vieux et le plus grand parti dont vous étiez vous-même premier secrétaire, rappelons-le. Et donc, où on apprend que, d'une manière globale, toute la base est contre, où on apprend que la Kabylie est quasiment ghettoisée, ce grand parti ne vote pas, boycotte massivement et systématiquement. On apprend par contre que, contrairement à la base, la direction semble s'orienter vers la participation. Et je lis sur un titre de presse d'aujourd'hui, le FFS s'achemine vers une participation aux législatives du 12 juin. Je vais vous lire quelques petits passages. La majorité des membres des 3 instances du parti, instance présidentielle, secrétariat national et conseil national, est favorable à la participation de leur formation politique au prochain scrutin. Plus loin, 3 sur 5 des membres de l'instance présidentielle sont exprimés clairement en faveur de la participation. Il s'agit, d'après nos sources, de Hakim Bellahsel, Brahim Ziani et Nouara Touahri. Le premier secrétaire national, M. Youssef Aouchiche, soutient de son côté l'idée d'une participation au prochain rendez-vous électoral, etc. etc. Saïd Khalil. Écoutez, franchement, on a vu la mascarade du 12 décembre, on a vu l'autre mascarade du 23 février, non, 1er novembre, pardon, 1er novembre pour la Constitution. Le problème, c'est que s'il s'agit de remplir comment dirais-je, le palais Zirot Youssef, à la limite, il peut faire un CNT, comme dans les années 90. Donc, aujourd'hui, c'est le déni de la réalité. Quand à la limite, ça ne nous intéresse pas, c'est leur problème. Ils sont dans leur, comment dire, dans leur direction, dans leur complètement aveuglés, ce qu'ils appellent feuille de route ou tout ça. Mais pour ce qui est de l'instance dirigeante, Saïd Khalil, comment expliquez-vous un tel aveuglement, non seulement à l'endroit de leur propre formation, le FFS, mais aussi à l'endroit de toute la région où ils sont très fortement implantés? C'est qui va voter pour eux? Écoutez, chaque vendredi, effectivement, d'un point de vue sociologique, le FFS est fortement implanté dans l'historique Wilaya Taroua ou un peu dans l'Algérois, voilà, vers le et tout ça. Donc aujourd'hui, il ne faut pas oublier que cette dépolitisation ou cette récupération, elle dure depuis déjà des années. Il ne faut pas quand même les participations des années 90, des années 2000 à la PN et tout ça, ont laissé leur empreinte. Et ce qui fait aujourd'hui la base militante, celle que nous avons connue dans les années 90, on les retrouve dans les marches, nous marchons ensemble. Et puis, avec des années durant, il s'est dégagé une espèce d'apparatchik qui sont là, aux aguets, qui demandait un poste de sénateur, de député, je n'en sais rien, parce qu'en réalité, ça, il faut faire avec, quoi. Mais devant l'histoire, les gens qui prendront cette responsabilité de salir ce sigle historique de Hossein Hamed seront, comment dirais-je, cloués au pilori de l'histoire, puis voilà tout. Sinon, le reste, la dynamique, elle est dans la rue, les militants, toutes générations confondues, de 63 jusqu'aux jeunes des années 2000, ils manifestent chaque vendredi, et certains le mardi. Bon, alors, toujours est-il que cette élection n'a aucun sens. Et restez avec nous, on va revenir sur l'élection et sur les autres partis qui ont annoncé leur participation. Alors, mes chers amis, je vous laisse en débattre. Est-ce que c'est un passage en force de la part des gens qui dirigent ce parti? Est-ce qu'ils veulent passer contre le gré de leurs propres militants? Une chose est sûre, c'est que le débat contradictoire est une tradition démocratique dans le parti.
au jour d'aujourd'hui, la décision de participer n'est pas prise par le Conseil national, qui est l'instance la plus souveraine au sein du Front des forces socialistes. Il y a des gens, peut-être, qui sont pour la participation. Je ne sais pas, ils ont des arguments. Il y a le Conseil national qui doit se tenir dans quelques Il y a le jours. Conseil national qui va se Est-ce tenir. que le Conseil le 3. national est habilité à décider d'y aller ou non? Tout à fait. La participation à une élection législative, il est du ressort du Conseil national, l'instance souveraine entre deux congrès. Il y aura une convention, une pré-convention pour parler notamment de la nécessité ou de ne pas y aller dans cette élection. Mais force de constater que c'est une mascarade, ces élections. Ce n'est pas par les élections qu'on va parvenir à instaurer une deuxième république. Non, avant d'arriver aux élections proprement dites, c'est prévu qu'on en parle. Mais pour ce qui est du FFS, des instances dirigeantes du FFS, elles savent très bien que la base militante s'est exprimée très fort, alors que la base militante du FFS est connue pour sa grande discipline. D'ailleurs, le Front des forces socialistes a eu le mérite de vulgariser la démocratie dans le pays. C'est lui qui a mis en avant le boycott, le carton rouge. Tout ça, c'est le Front des forces socialistes, la constituante, la Deuxième République. D'ailleurs, aujourd'hui, les militants, notamment les anciens, se réjouissent que les valeurs, les fondements, les idéaux et le projet du Front des forces socialistes est porté par l'écrasante majorité des Algériens aujourd'hui, notamment dans les manifestations partout en Algérie. Donc, ce qui est logique, à mon sens, c'est que la direction du Front des forces socialistes doit être en harmonie, en phase avec les revendications du peuple algérien. En plus, disons que le bastion du Front des forces socialistes, c'est la Kabylie. On est fiers, on est parti national, mais c'est un bastion obligé, il faut le reconnaître, puisque le régime a tout fait pour vous y ghettoiser. Tout à fait. Vous y enfermer. Tout à fait. Ne pas vous laisser vous implanter dans le reste du pays. D'ailleurs, ça, c'est des vieilles pratiques du système. Il continue de les utiliser. D'ailleurs, même, nous disons tout à l'heure qu'à chaque fois qu'il y ait un projet politique, qu'il y ait une idée politique, le pouvoir la vide de ce sens. Le Front des forces socialistes, c'est le premier qui a proposé une réconciliation basée sur la vérité et la justice. Le pouvoir l'a vidé de son sens. Oui. Il a toujours fait ça, le Absolument. pouvoir. Donc, ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est que la majorité, l'écrasante majorité de la base militante, les anciens, tous les militants, ils sont engagés au sein de ce mouvement. Ils rejettent les mascarades, ils rejettent cette mise en scène. Parce qu'on a l'ultime conviction que le passage d'un État autoritaire vers un État démocratique, il se fait par une transition. Il ne se fait pas par les élections. Ces élections, elles sont là uniquement pour pérenniser, je dirais, pour renouveler la clientèle du pouvoir. Ces élections vont être organisées par le même régime qui est lui-même issu d'une fraude électorale. Tout à fait. Ce régime, il est en continuité. Il y a eu des pouvoirs successifs, mais le système lui-même, les traditions du système, la nature du système sont les mêmes. Moi, je considère en tant que militant de base que participer à cette mascarade, c'est de légitimer le pouvoir. D'ailleurs, je profite pour lancer un appel à la direction nationale, à tous les membres du Conseil national pour qu'ils prennent leurs responsabilités devant l'histoire. Si demain, moi j'ai peur, si demain le parti décide d'y aller vers cette élection, alors que toute la Kabylie, toute l'Algérie, je dirais, est contre ces élections. Mais justement, Mohamed Yacoub, pour qu'on comprenne. Par contre, le débat, il devrait y être un débat apaisé, organisé. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Faisons de la politique. Oui. Parce qu'on ne va pas dire qu'aujourd'hui, pourquoi que le Conseil national va se réunir pour qu'il discute de la nécessité ou non d'aller à une échéance électorale. C'est tout à fait normal. Dans un pays démocratique, c'est normal. Normal qu'il y ait débat. Non, mais expliquez-moi une chose. Dans la tête des gens qui ont décidé d'y aller, dans leur tête, ils n'y sont pas encore allés. Mais comment ils vont y aller alors que leur seul électorat se trouve, à part, hormis Alger, se trouve grosso modo en Kabylie, que la Kabylie boycotte plus que massivement, elle boycotte systématiquement et généralement. Ils y vont pourquoi? Parce qu'à moins qu'ils ne comptent sur des quotas attribués automatiquement. Moi, je crois que la majorité, même au sein du Conseil national, ils ne sont pas pour la participation. Il y a eu, certes, il y a notamment des militants qui... Vous savez que le pouvoir a tout fait pour casser les partis politiques d'opposition. Il y a la déliquescence des institutions au pays, ont touché forcément le Front des forces socialistes. Donc aujourd'hui, le parti vit au rythme du pays.
Non, il vit même au rythme du Hirak. C'est pour ça qu'il y a eu des démarcations, qu'il y a eu la base qui s'est réagi par des déclarations, par des communiqués, où d'ailleurs nous avons condamné la rencontre avec le chef de l'État. Pas le dialogue en lui-même en tant que vertu, en tant que voie pour solutionner la crise, mais faire rencontrer un chef de l'État sans préalable, sans prérequis, sans un projet clair, demander la dissolution de la police politique, demander la libération des détenus, demander l'amorce d'une véritable transition. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont demandé la libération des détenus à un président illégitime, il faut le rappeler. Oui, c'est un préalable. Ce que la base militante souhaitait, c'est que de dire au régime qui a invité le vieux parti de l'opposition que les conditions actuelles ne permettent pas d'y aller. Nous exigeons à ce pouvoir d'ouvrir le champ politique, d'ouvrir le champ médiatique, de libérer tous les détenus politiques, de préparer le terrain pour que la confiance puisse revenir. Certes, on n'est pas contre le dialogue, mais un dialogue qui va consacrer les modalités de départ de ce régime, pas de recyclage de ce régime. Parce que la voix populaire, elle revendique la rupture définitive avec ce régime, sa culture et sa nature et ses pratiques. C'est une dissidence. Mohamed Ben Issa, pour rester d'abord dans le FFS. Oui, le FFS, justement. Alors ? Justement, moi, je ne suis pas d'accord avec certains points. Moi, je trouve que déjà le fait de poser la question est problématique, et profondément problématique. L'histoire d'une démocratie au sein d'un parti, bien sûr, on peut parler de ce qui est tout, mais ça fait 2 ans que le Hirak dure, ça fait 2 ans que les Algériens scandent et crient, et font tout, donnent de leur temps, de leur chair, ils sont en prison, ils ont perdu leur travail, il y en a qui ne peuvent pas rentrer en Algérie. Et qu'un parti, un vieux parti qui a sa place importante dans l'échiquier politique, se pose cette question. Je trouve que ce n'est pas une démocratie. Je pense que malheureusement, oui, ce que tu as dit, que le parti a été entaché par l'exercice politique en Algérie, qui est basé sur le clientélisme, sur la corruption, qu'il y a une, j'allais pas dire mafia, mais il y a une certaine classe politique en Algérie qui sont tous dans le deal avec le pouvoir, il faut le dire. Et nous tous, on a entendu les rumeurs, les récentes rumeurs, qui disent que oui, les quotas, le nombre de sièges a été déjà négocié avec le FFS. Et c'est encore grave. Après, il y a 2 mois, on a entendu une certaine rhétorique politique qui disait que poser cette question va dans le sens où on ne peut pas laisser la Kabylie, qui est la base de ce parti, sans représentant, parce qu'on va faire le jeu du MAC. Donc en commençant à justifier la participation avec ce réflexe, nous on pensait, à premier abord, je me dis certainement il y aura un couac et peut-être ils vont participer aux élections. Parce que non. Le problème que la Kabylie n'a pas de représentant, c'est un problème de l'État, premièrement, de ceux qui ont programmé des élections de cette manière. Il n'est pas le problème d'un parti politique. Le parti politique, le FFS, c'est un parti national qui a un ancrage un petit peu partout, mais en aucun moment on justifie en participation politique en jouant sur cette carte-là. Si nous, on ne participe pas aux élections, donc il n'y aura plus de représentants au niveau national de cette région. Cela a déjà été le cas. Ça a été à plusieurs reprises le cas. Mais le problème est que vous venez de susciter cette histoire de quotas. Comment peuvent-ils accorder des quotas de sièges à un parti où la base électorale quasi globale se trouve en Kabylie? Comment peut-il donner des sièges dans une région qui n'a pas voté, où il n'y a pas 1% de vote? Comment vont-ils faire? On peut avec quelques voix, on peut avoir un siège au Parlement. Hein. C'est vrai, il n'y a pas de minima dans la Constitution. Ça a été déjà fait. On peut avoir. Problème. Ça veut dire qu'il suffirait, par exemple, vous êtes candidat du FFS, à Tizi Ouzou. Oui. Il suffirait de 2 voix. Bien sûr. 2 voix. La vôtre et celle de votre épouse, pour que vous soyez député. Bien sûr. Il y a déjà, la Constitution ne l'interdit pas. Quand on dit 1%, il y a toujours une centaine de voix qui sont dans les urnes. Ceux qui travaillent, l'administration, les militaires, la police, les policiers, tous ceux qui reçoivent. Donc il y a un minimum. On peut être élu avec le minimum. Est-ce que c'est pour ça qu'en Kabylie, les citoyens interdisent qu'on vote chez eux? Parce que est-ce que ce n'est pas à cause de cette logique? Vous allez me ramener quelques copains et vous les élisez et ils deviennent mon député malgré moi, avec quelques voix. C'est discutable en fait, le fait d'empêcher la tenue d'une élection, parce que quand on parle d'une démocratie, normalement, logiquement, on ne doit pas empêcher la tenue, même si elle est illégitime, on ne peut pas empêcher
surtout dans le cadre du Silmiya, du Hirak, parce que nous, on a eu l'expérience ici en France aussi, quand on s'est représenté au niveau des consulats, il y avait ce genre de débat, parce que tu vas empêcher les gens de rentrer. Non, mais non, tu es là pour les convaincre de ne pas y aller. Après, on sait que très bien, au niveau de la Kabylie, il y a une pression de la population que personne n'osera aller rentrer, parce que s'il rentre, il va être radié de son village, parce que voilà, il y a une pression, il y a une conscience politique qui date de 40 ou 60 ans, de 63, donc les gens n'osent pas aller. Mais aller jusqu'à casser les urnes, moi, personnellement, je ne le ferai pas. Un commentaire avant d'aller à Saïd Khalil. Oui, je peux juste rebondir par rapport... moi, je pense que ce n'est pas parce qu'on vit, on évolue dans un État dictatorial qu'on va empêcher les traditions démocratiques dans les partis. Il faut qu'il y ait de débat dans le parti. Il faut qu'il y ait convergence à l'option la plus stratégique, qui est en phase avec la révolution. Moi, je ne dis pas qu'il faut qu'on prenne des décisions hors un cadre organisationnel. Moi, j'estime que cette révolution est appelée à être organisée pour qu'il perdure dans le temps. Force de constater que ça fait 2 ans que les Algériens organisé sont... dans le sens de la feuille de route ou de la structuration? Non, l'organiser pour qu'il y ait un rapport de force dans la société avec un projet alternatif, avec un contrat, j'allais dire. C'est ça d'ailleurs ce qu'on dit, la base militante réclame à tous les dirigeants, les anciens dirigeants de ce parti, pour qu'on y ait à tisser, à créer des passerelles avec tous les courants de l'Algérie. J'estime que c'est la mission historique du Front des forces socialistes, parce qu'il a un capital, il a une expérience, et durant toute son existence, il n'a jamais cautionné le régime. Oui. Donc je ne pensais pas aujourd'hui qu'on va cautionner cette énième dérive, cette junte militaire. Depuis la fondation du Front des forces socialistes, toutes les participations du Front des forces socialistes étaient des participations stratégiques oui. Et tactiques. Très vite. Juste un mot très vite. Non, mais, bien sûr, la démocratie dans les partis, mais poser la question au moment du Hirak, on n'a jamais eu un Hirak, un mouvement populaire de cette ampleur. Depuis l'indépendance. Oui, je le sais, mais ça nous semble tellement évident que participer dans des élections truquées d'avance... Non, il n'a pas dit participer à des élections. Il a dit débattre de la question, oui, démocratiquement. Ça, oui. Débattre dans les institutions. Alors, je me permets de revenir à... Allez-y, très vite. Je rappelle juste, Hussein Ahmed disait qu'il ne trouve aucune utilité d'aller dans une chambre aux ordres. Voilà, une chambre d'enregistrement, comme il disait. Voilà. Alors, Saïd Khalil, d'abord, peut-être un commentaire avant que nous n'arrivions à cette question. Qu'est-ce que c'est que ces élections et qu'est-ce qui fait courir le régime et pourquoi tente-t-il de les organiser coûte que coûte? Peut-être un commentaire d'abord? Écoutez, je crois que c'est complètement absurde, quoi. C'est une, j'allais dire, c'est un ovni politique pour reprendre ce métier à l'époque, quoi. Vous imaginez, c'est quoi l'action politique? Sans participation, sans ouverture, sans liberté. Mais c'est complètement absurde. Je crois que c'est une fuite en avant du système. Il faut le laisser dans sa démarche. Et à nous, militants, citoyens, de disqualifier totalement cette aberration. Alors, j'ai une double question, Saïd Khalil. Pour vous trois, d'ailleurs, je vous demanderai d'en débattre si vous le pouvez. D'abord, ce sont 2 questions que se posent les Algériens en ce moment. D'abord, est-ce qu'il est crédible, puisque ce régime est en train de nous dire non, cette fois-ci, les élections seront sincères et transparentes et patati et patata. Alors, est-ce qu'il est imaginable qu'un régime lui-même issu de la fraude électorale, issu de la casquette militaire, désigné par la junte, est-ce qu'il est imaginable qu'un tel système puisse organiser des élections sincères et transparentes qui puissent signifier la véritable volonté populaire? Et le deuxième aspect de la question, est-ce que ce régime serait suicidaire, à l'en croire, est-ce qu'il serait suicidaire au point d'organiser des élections réellement transparentes, réellement démocratiques, qui puissent faire émerger ou laisser émerger de vrais représentants du peuple qui, à ce moment-là, ne feraient rien d'autre que le dégager, ce système. Donc ce système serait assez fou, assez suicidaire, pour signer son propre arrêt de mort
en permettant l'émergence de véritables institutions démocratiques. Saïd Khalil. C'est la quadrature du cercle, quoi. Le système parle d'élections. Or, dès le départ, dès le démarrage de cette révolution, il y a des préalables qui sont exigés, à savoir d'abord la libération des détenus, parce qu'on est dans un climat de répression, dans un climat d'arrestation et de fermeture de tous du champ politique, du champ médiatique. Est-ce qu'on peut parler de démocratie ou est-ce qu'on peut parler d'élections? L'élection, ce n'est qu'une étape dans la démocratie. Alors, ça d'une part. D'autre part, ça fait des décennies que le champ politique évolue. Je voulais justement revenir sur cette histoire de l'ancrage du FFS. Il faut dire qu'on nous a toujours, même à l'époque, on nous a toujours empêchés d'activer dans le reste du pays. C'est ce qui explique que le régime a adopté des politiques de containment pour tout ce qui est courant démocratique, pour tout ce qui est idée subversive dans le sens de l'émancipation citoyenne, etc. Et franchement, parler d'élections dans un climat pareil, c'est pour ça que le peuple s'est soulevé, il a compris qu'il doit arracher une nouvelle république, un État. Et pourquoi veut-il organiser ces élections, ce régime? Pourquoi n'a-t-il pas laissé l'ancien Parlement? Est-ce que pour donner l'impression qu'il s'est renouvelé? C'est un peu comme l'histoire, faire semblant de tout faire bouger pour que rien ne change. Voilà, c'est un peu c'est connu chez les régimes totalitaires, les régimes. Il me semble qu'il ne faut pas trop accorder d'importance pour, disons, toutes ces clowneries, quoi. Et restez avec nous, Mohamed Yacoub, sur cette question. C'est les mêmes questions que j'ai posées à Saïd Khalil. Est-ce que ce régime est assez crédible? Est-ce que lui-même, qui est issu de la fraude, peut organiser des élections crédibles? Et est-ce qu'il est assez suicidaire pour organiser de véritables élections transparentes qui puissent laisser émerger de véritables représentants du peuple? Ce régime est issu de coups de force, de coups d'État, depuis 62. Ce n'est pas uniquement aujourd'hui. Donc il ne peut, d'ailleurs je reprends ces mots, il est absurde de croire que ce régime va amorcer une transition, va nous donner la liberté, la démocratie. C'est faux. C'est faux. C'est pour ça que moi, personnellement, je reste convaincu que ces élections ne sont qu'une manœuvre qui permettront au système de renouveler sa façade. C'est des réaménagements de façade clanique, tout en gardant sa nature, ses pratiques et ses traditions antidémocratiques. Donc il ne faut rien attendre de ces élections. D'ailleurs, le peuple, la majorité des Algériennes et des Algériens l'ont comprise. Et c'est pour ça qu'ils ont rejeté l'élection de 12-12, ils ont rejeté le référendum. C'est une... Pourtant, Sofiane Gilal et Makari, et Benguerina, et Jaballah, ils ne disent pas la même chose. Le pouvoir, il a créé sa propre opposition aussi. Il a créé ses propres islamistes, il a créé ses propres démocrates. Et il a même créé quelque chose de nouveau pour remplacer le FLN et le RND qui semblent être périmés. Il a créé Nida al-Watan, al-Masar al-Jadid, al-Hisn al-Matin. Hisn al-Matin, ça veut dire le rempart fortifié, c'est ça? C'est double, c'est un pléonasme, quoi. C'est pour ça que... non, comment on dit? Pas un pléonasme, comment on dit? Oui, allez-y, oxymore. Un oxymore. C'est pour ça que je dis que ce régime n'a aucune alternative à proposer aux Algériens. Il ne peut pas, en aucun cas, construire ou être partie de cette alternative. Il n'a ni la méthodologie, ni l'approche, ni les outils, ni les mécanismes, ni l'attention. Mais la transition, qui dit transition, dit une transition, ça se fait avec l'ancien régime. Ça veut dire l'ancien part doucement, le nouveau arrive doucement, mais l'un en travaillant avec l'autre. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas ce genre de travail et de collaboration entre le Hirak et le régime pour lui permettre de partir en douceur? Ça va être le couronnement de cette transition. Dès lors qu'il y a un rapport de force que j'estime, il existe encore dans la société, avec la convergence des luttes dans un contrat politique
de toute l'opposition algérienne, de tous ceux qui réclament la liberté, qui réclament la démocratie en Algérie. C'est ça qui doit être proposé au pouvoir. Certes, le pouvoir, il sera dans les négociations, mais pas pour capoter ou pour étouffer la transition. Non, c'est pour discuter des modalités de transfert des pouvoirs vers les instances de la transition. On a eu des expériences par le passé. Il y a eu beaucoup de militants, de grands militants, qui ont tenté de réformer le système de l'intérieur. Ils n'ont pas pu. C'est un système jetable. Mais Gaïd Salah comme Tebboune ont affirmé que la transition est une invention de la main étrangère. Mais non, mais non. Disons que systématiquement, le passage d'un État autoritaire fermé qui refuse toute alternance vers un système démocratique basé sur le respect des droits de l'homme, il nécessite une phase de transition. C'est une transition en soi. Et d'ici, je rebondis par rapport à la base militante du FFS, la base militante reste fidèle aux idéaux du Front des forces socialistes et elle réclame une transition politique, un État civil qui sera l'émanation du peuple et qui se fera par l'élection libre et transparente d'une Assemblée nationale constituante souveraine. C'est cette Assemblée nationale constituante souveraine. Et c'est elle qui fera la nouvelle constitution et ceux qui la feront seront élus par le peuple. Tout à fait. C'est bien ça, j'ai bien compris. Tout à fait. Et cette Assemblée nationale constituante sera le prélude de l'avènement à une nouvelle république, véritablement nouvelle, pas celle de ces terreurs. Puisqu'elle va donner au pays une constitution... C'est l'émanation du peuple. Alors, avant de vous donner la parole, Mohamed Ben Aïssa, nous venons de recevoir une vidéo de Constantine après les arrestations. Je n'en dis pas plus, nous allons écouter et regarder. الله تكونوا بخير. هذا وين تلقوني انا نورهان عبد النور شكون ثاني تلقاو خمسه عبد النور وليد محمد وواحد طفل معنا مازلنا نستنى في بقيه المعتقلين 11 وخاصه خالد مازال خالد زغواني اللي عنفوه بقوه عطاوه طريحه يعني جامي شفتها في حياتي في السنترال ومازال لحد الان يضربوا فيهم ومش حابين يطلقوا حتى يحل التليفون لا ما على باليش على واه حابين جماعه ثاني داوهم التليفونات حابين يلفقوا له تهمه انا ردوا لي هذا بس ما عندهم ما يديروا به حبوا يلفقوا تهمه لخالد الاعتقالات تاع اليوم ما كانتش اعتقالات كيما مالفه من قبل الاعتقالات تاع اليوم كانت بالضرب بالشتم انا طفله وضربني عطاني طريحه تاع انه محال بابا يضربني ولا خويا ولا خالي يضربني كيما ضربني البوليسي اليوم وكاين لهم ربي ما نقدروش نحاسبوكم دركا باسكو ما عندناش عداله بصح كي تولي دوله حق وقانون تحاسبوا بالكل وكنحاسبكم عند ربي سبحانه وكاين لكم ربي يا لا بوليس وكاين لكم ربي تضرب طفله بالكف وتسب لها امها قمع ماشي امن وطني وان شاء الله دوكا يتلقاو خاوتنا الاخرين رايحين يخرجوا عبد النور ثاني يخرج نخمو غير في خالد زغواني ان شاء الله يطلقوا سراحه وحنا ما عندناش حابسين بربي ان شاء الله يتفك حصار على حراك الطلبه ودوله مدنيه ماشي عسكريه ما عندناش حابسين نخرجوا بالثلاثه الجماعه نبقاو ديما خارجين وما تخوفوناش وهاي ليكم عيني ها خط الزرق في البيت وصب لي ما حبيتش نخوف ماما ونحكي قدامها وزنحاو كاع وماناش حابسين وكيلكم ربي دوله مدنيه ماشي عسكريه عيني تصعيد يا خاوتي راهم مخوفهم بزاف على هذيك عندهم يحسوا عندهم كيف حقارين الطلبه حقارين حنا طلبه ماناش ارهاب طلاب ماشي ارهاب دور عندك وزيد يقول لي شكون انت باش تخرجي قال لي انت ما كاينش طالبه جبت له لا خديتي قال لي ما على بالناش المهم حنا ما عندناش حابسين وكاين لكم ربي على الشيء اللي درتوه ضربتونا ضربتوا بنات وصلت بكم انكم تضربوا طفله وباقي يضرب في نورهان سيزو نورهان ضربوها بزاف والله وكيلكم ربي والله وكيلكم ربي حنا ما عندناش حابسين ديروا واش ديروا تيريو علينا حنا ما عندناش حابسين حتى تولي دوله مدنيه ماشي عسكريه حتى نولي عايشه حره في بلادي تما نحبس وندخل للدار والله ما انا حابسين ان شاء الله يلقوا سراح خالد زغواني وبقيه المعتقلين دوله مدنيه ماشي عسكريه. Voilà, c'est incroyable. Hein? Pourquoi ces policiers frappent les gens? Pourquoi ils ne contentent pas de faire leur travail, de procéder à la limite à des interpellations? Pourquoi les humilier, les insulter, les frapper? C'est quoi ça? Quand on a sorti, quand les jeunes ont sorti le slogan de Mokhabarat Irhabiya, ça parle de ça en fait, terroriser. Voilà, c'est absolument ça, terroriser. C'est pour qu'ils ne reviennent pas la semaine prochaine. Voilà, ils sont en train de réprimer, de faire peur, de terroriser les gens pour qu'ils ne reviennent plus.
Alors que ces jeunes-là, ça y est, l'idée, elle a gagné leur tête. C'est fini d'enlever. Parce que quand on perd la bataille des idées, tout le reste s'écroule. Donc le système a perdu la bataille d'idées. Et moi, quand j'écoute ça, quand je vois ça, vraiment, je suis très ému. Je vois des filles qui font ça, des jeunes filles qui prennent tout ce danger. Et vraiment, ça nous donne beaucoup de force et de courage et à tout le peuple algérien pour continuer, parce que c'est leur avenir. On se bat pour eux, pour... Ils ont quoi? Ils doivent avoir 20 ans, 22 ans. Constantine, elle est sous blocus. Ben oui. Il faut voir ce qui se passe à l'est et à l'ouest algérien. Oui. C'est des villes sous blocus. Bien sûr. Il y a un flicage incroyable. Alors, nous revenons à cette histoire d'élection. Même question, Mohamed Ben Issa. Pour l'histoire d'élection, il faut juste rappeler que l'Algérie, c'est le pays de la région qui a connu le plus d'élections depuis un certain moment, 2, 3, 4 décennies. Quelle est la situation actuelle après tant d'élections? Zéro niette. Bah oui. Donc l'élection n'est pas un objectif en soi, c'est un moyen pour concrétiser un idéal démocratique. Donc la question ne se pose même pas actuellement. Surtout, moi je dois toujours rappeler, parce qu'il y en a qui ont tendance à faire un petit peu, diluer un petit peu le hirak et nous faire un petit peu parfois, ah oui, non mais on va continuer jusqu'à quand et pourquoi pas tenter. Mais non. Le système fait tout pour jouer ce jeu-là, pour réduire le hirak à une vitrine politique, à des élections, à renouveler une vitrine ou une représentation politique. C'est-à-dire, ils l'ont fait avec Tebboune, maintenant ils veulent encore le refaire avec un Parlement. Alors que le hirak n'a pas réclamé ça. C'est vrai, au départ, il a touché le symbole de l'État qui était Bouteflika, donc pas de 5e mandat, mais tout de suite, le hirak a mis la main sur le fond, sur le cœur du problème de légitimité politique, problème d'un État de droit. Donc est-ce que ça a été résolu avec l'élection présidentielle? Bien sûr que non. Est-ce qu'au contraire, depuis l'élection de Tebboune, on est en train de vivre des jours pires encore que l'avant Tebboune? Vous avez tous entendu où Yahya, qui est la boîte noire du système et de la mafia, ce qui paraît, il est en dehors de la prison. On a vu les mafias qui l'ont libéré. Nazar qui est revenu. Toufik qui est sorti, qui a été libéré, en plus, qui a des dommages, je ne sais pas ce qu'il a eu encore. Donc, au contraire, le système et la boîte noire, ce qu'on appelle l'état profond, elle est encore dans ses meilleures conditions actuellement. Donc, raison de plus à tous ceux qui peuvent dire que les élections peuvent changer quelque chose en Algérie, leur dire que on va aller juste terre à terre. La commission électorale, la commission indépendante qui organise les élections, elle est nommée par qui? Par le président. Un président qui, d'ailleurs, il a dit lui-même, pardon de vous interrompre, oui. Il a dit lui-même, Chorfi, d'ailleurs j'aimerais bien qu'on nous repasse la vidéo dans un instant, qu'il a été désigné par Gaïd Salah. Par Gaïd Salah. Ouais. Je vous laisse poursuivre. Voilà, et donc quand le peuple algérien est sorti depuis le départ, il a mis juste un slogan qui représentatif, qui unit tout le peuple algérien, Dawla Madaniya Meshi Askari, un État civil non militaire. Qu'est-ce qu'on a eu depuis? On a eu des élections organisées, proposées, imposées par le Gaïd Salah. Le référendum, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une constitution imposée par les militaires. Qu'est-ce qu'on a eu comme article encore plus dangereux que toutes les modifications constitutionnelles qu'on a eues? L'alinéa 4 de l'article 30. Que l'armée, maintenant, a le droit d'intervenir dans la scène politique pour protéger les intérêts vitaux de l'État. Mais c'est encore grave. C'est-à-dire ce qu'on a eu dans les années... C'est-à-dire ce qu'on a eu dans les années 91-92, qu'il n'avait pas le droit d'interrompre les élections. Maintenant, il peut le faire parce que maintenant, il peut le faire constitutionnellement. La Constitution lui permet. Donc, pourquoi voulez-vous qu'on arrête le hirak ou qu'on s'inscrit dans l'agenda du système pour renouveler une vitrine politique qui sera toujours aux ordres du pouvoir, qui une poignée de militaires, de mafias politico-militaro-financières qui s'est approprié toute une nation, tout un pays depuis l'indépendance. Ce n'est pas possible. Et ces jeunes-là, on ne pourra jamais. Quand on voit ces partis politiques, malheureusement, c'est le monde d'avant. Il faut le dire. Ces jeunes-là ne croient pas. Non, mais maintenant, il n'y a plus d'Arandi d'Afelen, il y a du Nida al-Watan, Al-Masar al-Jadid, Al-Hisn al-Matin. Et il y a des centaines, et on nous dit des milliers d'associations nouvelles qui ont été créées à la va-vite. C'est les pratiques du pouvoir. Bien sûr. Alors, et M. Tebboune, qui leur promet que tous les jeunes qui se présenteront au Canada auront
un financement quasi intégral de leur campagne électorale. Et il veut, par ça, chasser l'argent sale. Donc on chasse l'argent sale par l'argent de l'État. Donc c'est pas possible. Par l'argent du peuple. Du peuple, oui, du peuple de l'État. On peut jamais. Parce qu'il n'y a pas de véritable État dans un régime militaire. Il est pris en otage. Il est pris en otage. Voilà. Il est en hibernation. Voilà. L'État est là, mais l'État, il est squatté, malheureusement. Il est squatté par et cette révolution, ces il est vieillards notamment pour réconcilier l'État avec l'histoire et redonner l'État aux Algériennes et aux Algériens pour qu'ils élisent des institutions fortes, ancrées. Pourquoi ont-ils zappé C'est une question que je pose aux trois, mais j'aimerais que vous répondiez très vite, parce que nous allons faire un dernier tour de micro sur une autre question. Pourquoi a-t-il remplacé au pied levé, comme ça, très vite, le RND et le FLN par Nida al-Watan, al-Masar al-Jadid, le Hassan al-Matin et des milliers d'associations? Pourquoi? Parce qu'elles sont trop compromettantes, les anciennes? Parce qu'ils cherchaient une espèce de virginité, parce qu'ils ne pouvaient plus avancer vers le peuple avec ces appareils. Trop compromis, trop salis, trop... Ben oui. C'est des cartes grillées, donc c'est comme quand on joue la carte, on change de carte. Mais ces gens-là ne peuvent pas sortir dans les rues, ces gens-là. Ces gens-là n'ont rien appris de l'avenir, de l'histoire de l'Algérie. Pourquoi ne font-ils pas un Hirak? Pourquoi Nida al-Watan, al-Masar al-Jadid, le Hassan al-Matin, qui ont tous les moyens de l'État, qui peuvent même avoir les militaires en civil, pourquoi ils n'organisent pas un Hirak, par exemple, spécial mercredi, pour nous dire, voilà, l'Algérie, parce qu'ils croient que la démocratie s'applique dans les salles de réunion, dans les hôtels, alors que la démocratie s'applique dans les rues. C'est là, la légitimité dans les rues. Rappelons que celui de Nida al-Watan, c'est un ancien RND. Hein. C'est un membre important du bureau, l'ancien bureau de le RND. Donc on fait du nouveau avec de l'ancien. Il n'y a aucune nouveauté. Hein. C'est le RND bis. Alors nous allons... Oui. Et dire que le pouvoir n'a aucune volonté d'aller vers le changement. Preuve est faite par ces manœuvres, par ces mensonges. Preuve est faite que ce pouvoir ne veut pas de changement. C'est pour ça que le Hirak, le mouvement, doit continuer, parce qu'il a comme objectif principal le recouvrement de la souveraineté totale sur les institutions et sur les richesses de notre pays. Saïd Khalil, sur cette question, avant que je vous passe la vidéo de monsieur... comment il s'appelle déjà? Charfi. Saïd Khalil. Il faut juste rappeler en plus que Nida al-Watan, c'est le parti d'Ali Ben Wali. Oui, oui. Ça fait joli, Nida al-Watan, mais comme disent les camarades, il n'y a rien à ajouter, quoi. C'est-à-dire, il n'y a plus de personnel politique. Ça va essayer de recycler quelques opportunistes rescapés à droite à gauche. Et puis, moi, je crois que, franchement, hein, c'est une perte de temps et d'énergie que de parler d'une mascarade pareille. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que le peuple est déterminé à aller jusqu'au bout. Là, je dis aux amis, on fait des balades santé chaque vendredi. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire nos aînés en 1954, qu'est-ce qu'ils ont subi, qu'est-ce qu'ils ont affronté, quelle souffrance, quel sacrifice. Écoutez, au moins ça, qu'on le fasse. Et c'est tout. Et puis, c'est un peuple jeune. Il est face à une géotocratie complètement, j'allais dire, complètement... On vous entend très mal, Saïd Khalil. Je vous laisse entre les mains de la régie. Je reviens à vous dans une minute. Alors, nous allons voir d'abord une vidéo très émouvante d'une maman qui cherche son fils qui a été enlevé, kidnappé. Il n'a pas été arrêté, il a été kidnappé par ces gens. Écoutez-la, madame. Son fils a été enlevé. Nous allons écouter M. Charfi. حبانا الله أننا رافقناه واستجبنا للنداء لما نودي لي استغفر الله. الجزائر في حاجة لأبنائها رحمه الله.
رحمه الله الشهداء، وهو شهيد الجهاد الأكبر، شهيد الجهاد الأكبر رحمه الله، وأسكنه فسيح جنانه، وألهام ذويه الصبر والسلوان، وألهمنا معهم الصبر والسلوان. إن شاء الله نكونوا حافظين على الأمانة التي أوكلناها الله بواسطته لما كلفنا شخصيا بتقلد هذه المسؤولية العظيمة. هذا واش نقول للشعب الجزائري، كونوا أوفياء لأمانتكم. Mais ils n'ont pas de limite dans la pudeur. يهضر بربي الشهداء والجهاد الأكبر وربي راح يديروا. Lui, il envoie c'est lui qui envoie la convocation au paradis. Mais nous allons écouter des Algériens comment ils tournent tout en dérision. Comment les Algériens تقدر تحكي واش تحب منا الغدوة الصباح. بس l'Algérien, écoutez un jeune Algérien comment il a fait cette parodie qu'il a fait d'une déclaration de M. Tebboune. نوريك الخطة نتاعي أنا. أعطيك هذه خليها علي أنا. شوف مجرد ما نعطيك الخطة يتأقلموا معها ويصيبوا لك كونتر الخطة. Alors pas question. Alors, dernier tour de micro, mes chers amis, vous allez avoir 2 minutes chacun pour nous dire surtout les perspectives de préférence, si vous pouvez. Qu'est-ce que l'Algérie pourrait ou devrait faire pour se sortir de cette situation où l'a mise ce régime? Allez-y, ce qu'on voulait, un tour de micro. Moi, je pense que le Hirak doit continuer, premièrement, doit s'intensifier. Le Hirak, on l'avait dit à plusieurs reprises, doit faire plus, c'est-à-dire que les marches du mardi, du vendredi et samedi ne suffisent pas. Il faut vers une escalade, bien sûr, dans le cadre du Silmiya, bien sûr. Il faut penser à Alger. Je pense qu'on ne peut pas s'éparpiller un petit peu partout. Moi, je le dis franchement, il faut, à un certain moment, je le dis, peut-être c'est lâche de ma part de le dire d'ici, malheureusement on est là, qu'il faut à un certain moment bloquer Alger, faire des grands sittings qui ne se terminent pas, mais pas que ça. Parce que l'autre côté qui est important, c'est du Hirak, c'est le côté politique. Et c'est là où on a aussi un grand problème au sein du Hirak. Il faut qu'on travaille ensemble, il faut que les figures du Hirak, les partis d'opposition sincères, que tous ceux qui croient à cette Algérie nouvelle, à cette vraie Algérie nouvelle, qui s'assoient autour d'une table. Il faut qu'ils se voient, il faut qu'ils discutent. Il faut qu'ils arrivent à tout le monde, sans exclusion. Sans exception. Sans exclusion. On exclut l'exclusion. Depuis le 22 février, il n'y a plus d'exclus entre Algériens. Tout le monde sait qu'en Algérie, on a 4 tendances qui sont là, que tout le monde les connaît. Une tendance laïque, une tendance islamiste conservatrice, une tendance berbériste, une tendance, allez, on va dire, arabiste ou je ne sais pas quoi. Toutes ces tendances existent en Algérie. Vouloir cacher une ou donner d'importance à l'autre au détriment de l'autre, c'est de la mauvaise foi. À un certain moment, il faut s'asseoir autour d'une table pour parler des chantiers de la transition. La transition, pourquoi elle est ratée jusqu'à maintenant? Parce qu'on n'a jamais parlé jusqu'à maintenant de la neutralité ou de la place de l'armée. On n'a jamais parlé encore de l'idéal démocratique. On n'a pas démocratique, on n'a jamais partagé encore, parce que les démocrates pensent que les islamistes ne partagent pas une partie des libertés, leur vision de la... Donc il faut réconcilier ce genre d'idées entre les Algériens et entre les teneurs du Hirak pour arriver à concrétiser Mohamed Yacoub, moins de 2 minutes, s'il vous plaît. Oui, moi je pense qu'il est urgent de maintenir la flamme de l'espérance démocratique, l'espérance de ce Hirak, et de déjouer toutes les manœuvres, toutes les manipulations qui visent à disloquer, qui visent à étouffer la voix populaire, à déconstruire, premièrement, le discours du pouvoir et à œuvrer à la convergence des luttes. Parce que je suis convaincu que c'est par un contrat politique avec toutes les sensibilités qui traversent et qui composent le paysage politique qu'on y arrivera à proposer une alternative fiable, durable à ce régime autoritaire. Un petit mot pour le FFS. J'espère que mon parti, et je suis même convaincu qu'il ira dans le sens des revendications populaires. Saïd Khalil, le mot de la fin en moins de 2 minutes, s'il vous plaît. Écoutez, je crois que l'espérance est énorme. Nous venons de très loin, il ne faut jamais l'oublier.
nous venons d'une espèce de stérilisation qui a failli sombrer le pays définitivement. Et il faut maintenir l'espoir, l'optimisme. Je crois que c'est irréversible, il faut être convaincu. Puis, pas d'impatience, pas de précipitation. C'est vrai que c'est le moment aujourd'hui de parler d'un projet de constitution, que les forces essaient de le trouver, même si le champ politique est surveillé, contrôlé, même verrouillé, réprimé. Mais c'est le travail de tout un chacun que d'essayer de dégager une perspective. Je suis optimiste, la révolution gagnera. Voilà, c'est tout. Saïd Khalil, merci. Mohamed Yacoub, merci. Mohamed Ben Issa, merci. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. J'ai entendu des mots très forts à la fin de cette émission. L'espoir irréversible, la volonté du peuple. Je crois que tout est dit, en fait. Il n'y a que ce régime qui est sourd, autiste, ou qui refuse de voir et d'écouter la vérité et l'évidence. Pour ce qui est des Algériens, jusque-là, nous sommes à plus de 2 ans quasiment, dans une seule détermination et dans une seule cohésion et dans la silmiya, khawa, khawa la khair, b'slama.